Bonjour à toutes et à tous, merci de votre présence à nouveau pour ce troisième cours d'une longue série où on discute des biomatériaux de demain, en particulier à base de polymères. Le cours est dédié donc aux polymères biohybrides, donc on va voir effectivement ce à quoi ça correspond. Et l'idée, l'objectif en tout cas, c'est d'essayer de tirer le meilleur des deux parties, qui ne sont pas deux parties opposées, mais qu'on essaie de faire travailler ensemble. Donc le vivant et puis le monde de la synthèse, donc le monde artificiel que l'on peut créer ensemble. Le plan du cours est là, donc on en est ici. Je vais avoir la chance et l'honneur d'avoir ce cours complété aujourd'hui par deux éminentes collègues qui sont Fouzia Boulmedet et Elisabeth Garanger, qui nous viennent de Strasbourg et de Bordeaux, qui vont compléter, éclairer, donner un éclairage peut-être un peu plus scientifique, un peu plus technique. Moi, je vais essayer de rester assez général dans ma présentation. Ce cours, en fait, ou cette thématique autour des systèmes biohybrides sera prolongé la semaine prochaine, en fait, avec une intervention sur des systèmes biohybrides, mais plus sur les nanotechnologies et sur l'association de systèmes un peu plus complets. Et donc, comment associer finalement, là, on va voir, on associe différents polymères, différents éléments. Et la semaine prochaine, on essaiera d'associer des systèmes type cellulaire à des systèmes artificiels. Et là, tel que le décrit le cours ici, il y a énormément de progrès et d'intérêt au niveau de traitements qu'on peut envisager au niveau cancéro et au niveau immuno. Donc on va démarrer ici. Et comme je démarre souvent, c'est un peu avec une définition, parce qu'on a des mots et on n'entend pas toujours la même chose, on n'a pas la même perception des mots. La notion de biohybride, alors j'aurais dû enlever UPAC, parce que ce n'est pas la définition UPAC, c'est la définition, on va dire, plus classique du dictionnaire. Mais un système biohybride, c'est ce qui nous intéresse, eh bien, c'est un système qui va contenir ou être composé à la fois d'éléments biologiques et d'éléments non biologiques. Donc c'est vraiment l'association effectivement des deux, telle qu'on l'entend. Et les hybrides en général, en fait, on entend plutôt par hybride des structures hybrides qui vont être organiques et inorganiques. Et en fait, je rappelle ici, il y a une chaire sur les matériaux hybrides qui était au Collège de France il y a encore quelques années. Et la nature utilise en fait ces systèmes hybrides, organiques, inorganiques. Et vous avez quelques exemples ici. Enfin, en tout cas, un exemple ici de la nature, c'est la ballonne. Donc, en gros, les coquilles de coquillages, la plupart des coquilles de coquillages qui nous donnent cette nacre. Et en fait, c'est un composite d'organique et d'inorganique, donc des protéines avec de la silice typiquement ou des dérivés silicates ou de carbonate de calcium en fonction des éléments que l'on va trouver. Dans ce domaine-là, il y a un domaine très à la mode actuellement, ce qu'on appelle les MOF, c'est les Metal Organic Framework. Donc, c'est des réseaux en fait, qui combinent métaux et systèmes organiques. Donc, il y a de nombreuses associations de ce type. Moi, je ne vais pas vous parler de ça. Je vais vous parler vraiment d'hybrides de biohybrides. Donc, comment associer effectivement le monde biologique et un monde le monde de la synthèse. Je les définis comme ça, en fait, ces polymères biomimétiques ou ces polymères biohybrides dans l'intitulé du cours. Eh bien, ils cherchent à combiner les meilleures propriétés en fait, des deux. Et c'est vraiment ce qu'on essaie de faire. Vous allez voir quelques exemples de systèmes biologiques, effectivement, qui ont des limitations. Et ces limitations, finalement, peuvent être compensées, en quelque sorte, par des systèmes synthétiques qui, eux aussi, ont leurs limitations, mais finalement, en les associant, on arrive à faire des choses qui peuvent apporter un bénéfice, en particulier au niveau de systèmes thérapeutiques, et on va pas mal se focaliser là-dessus. Donc, la première synthèse d'un conjugué, ce qu'on appelle des conjugués, on va parler beaucoup de conjugués en fait, parce qu'on va associer finalement un système biologique à un système non biologique. On va les associer très souvent, on va dire de façon covalente, donc par de la chimie. Donc on va venir accrocher ces deux éléments l'un à l'autre. Donc on appelle ça des conjugués. Et ces conjugués, avec des polymères, parce qu'il y a des conjugués avec d'autres choses, ce n'est pas des choses très, très nouvelles, comme beaucoup de choses en fait, dont on parle. Le concept en fait, est souvent très ancien. Par contre, la réalisation, effectivement, est assez nouvelle, et vous allez voir, l'utilisation de ces systèmes-là en clinique en particulier est assez nouvelle. Le premier conjugué en fait, polymère à un médicament a été rapporté en 1955. Donc il y a pas mal de temps. Et là, l'hypothèse, c'était de conjuguer donc, la mescaline, donc un alcanoïde, à un polymère, donc il y a ce nom barbare, la vinylpyrrolidone, qui est un polymère qui est soluble, hydrosoluble, qui est stable, et un copolymère avec l'acide acrylique. Donc c'est un copolymère un peu particulier. Et ça, en fait, ça permettait de libérer de façon contrôlée le principe actif.
Donc c'est des choses effectivement très anciennes, et avec même un petit linker entre les deux quand on fait cette conjugaison, qui est un linker avec un groupement peptidique particulier, ici qui permet eh bien, d'être clivé, donc d'être coupé dans des conditions biologiques. Et là, vous allez retrouver beaucoup de systèmes de ce type-là qui sont utilisés aujourd'hui en clinique sur ce concept-là, avec une évolution du contrôle de la chimie pour élaborer ces systèmes. Donc le concept est finalement assez ancien. Dans ce domaine-là, il y a aussi, et dans le domaine des polymères en particulier, il y a le concept qui a été apporté par Helmut Ringsdorf, qui est aussi très important dans le domaine de la pharmaco, qui a proposé donc, dans les années 70, en particulier dans cet article publié en 1975, eh bien, cette idée conceptuelle schématisée par ce petit dessin. Et toute la difficulté, c'est de convertir ce petit dessin en une réalité scientifique derrière. Ce petit dessin, c'est de se dire, bien, la plupart des drogues, donc des médicaments, étant insolubles, ce qui est vrai, plus de 90% des drogues utilisées, des petites molécules utilisées, ne sont pas solubles. Or, nous sommes principalement composés d'eau, d'accord ? Donc quand je dis qu'ils ne sont pas solubles, c'est qu'ils ne sont pas solubles dans l'eau, donc ils sont très hydrophobes. Eh bien, l'idée d'utiliser un polymère, c'est un agent de solubilisation. Donc le polymère va être là pour solubiliser en fait, cette drogue, éventuellement le transporter en allant et le guider pour aller à l'endroit où on souhaite, et puis éventuellement, même dans l'idéal, avoir ce groupement X ici qu'on a entre les deux, entre la drogue et le polymère, qui va pouvoir être coupé dans des conditions particulières, de façon à ce que la drogue puisse être, le médicament, puisse être libéré quand il doit être libéré. Donc ça, cette idée conceptuelle, elle est simple dans le concept, mais effectivement, la réalisation chimique, vous allez voir, a pris quelques temps pour être complètement développée. Et donc, suite à cette idée conceptuelle que l'on a là, et tous ces travaux, on va dire, qui positionnaient l'intérêt, on va dire, de cette association de polymères et de médicaments ou d'actifs, eh bien, il y a un certain nombre de conjugués polymères-médicaments qui ont été étudiés, qui sont toujours étudiés, qui sont en essais cliniques. Vous en avez quelques exemples qui sont ici, avec les différentes molécules particulières qui sont conjuguées, différents polymères qui ont pu être utilisés, différents linkers qui peuvent être coupés, donc avec différentes chimies qui sont développées. Et là, vous voyez les phases de développement clinique. Et les polymères, vous voyez ici, on retrouve tout un tas de polymères très différents. Ce qu'on appelle ici, c'est le nom barbare, c'est l'hydroxypropylmétacrylate. Donc c'est un polymère qui est hydrosoluble, non dégradable. Vous avez des polymères qui sont ici des dérivés de dextran qui eux aussi sont hydrosolubles, mais qui vont pouvoir s'hydrolyser dans certaines conditions. Et vous avez des polymères de type PGA pour polyglutamique acide, qui eux sont des polyaminoacides, donc des polypeptides qui ont été modifiés et qui vont contenir cette drogue et ce cytotoxique. Alors, ces systèmes-là, ils sont étudiés depuis très longtemps. Ils ne sont pas encore sur le marché. Et pourtant, ils apportent effectivement un certain bénéfice. Et je vais vous illustrer, enfin, je ne vais pas vous le faire, j'ai pris cette vidéo en fait, qui illustre ce composé particulier à base de polyglutamique acide, donc un polypeptide. On a déjà parlé beaucoup de ces polymères dans les cours précédents, sur lequel on est venu greffer en fait, une drogue qui est le paclitaxel, qui fait un système qui est hydrophobe dans la drogue, hydrophile pour le polymère. Donc la chimie, elle est là, elle va vous être développée un petit peu après. Et vous voyez dans cette vidéo, ce qu'on peut voir, eh bien, c'est que, alors je ne vais pas vous mettre le son, mais je vais vous la commenter. Je vais vous la commenter en temps réel. Donc la partie orange, c'est le polymère PGA. La partie verte, en fait, c'est le cytotoxique. Donc c'est la drogue. Ce système-là, en fait, vient former une nanoparticule parce que les parties hydrophobes, en fait, veulent minimiser leur contact avec la partie soluble. Donc c'est le polymère qui joue ce jeu-là. Et puis, lorsqu'on va injecter par voie intraveineuse ces nanoparticules, eh bien, elles vont être capables de diffuser et de rentrer, on va dire, dans ces porosités particulières que l'on a aux abords de certains tissus pathologiques, donc cancer, inflammation par exemple, et en particulier dans le cas du cancer. Donc on va avoir une certaine sélectivité dans le passage de la circulation sanguine à l'abord de cellules tumorales. Ces particules vont rentrer dans la cellule. En rentrant dans la cellule par une voie particulière, on en reparlera plus la semaine prochaine de ces systèmes-là, eh bien, vont, avec un mécanisme biologique interne, vont venir être dégradés parce que ce polymère est dégradable. Donc là, on a des enzymes qui vont activer la dégradation du polymère, qui vont libérer l'actif cytotoxique. Cet actif cytotoxique, vous allez le voir bientôt s'échapper, en fait, ce qu'on appelle cet endosome que vous avez ici.
rentrer dans le noyau de la cellule et venir dégrader, tuer la cellule, d'accord, qui est ici, dans ce cas-là, une cellule dite tumorale. Donc il y a tout un mécanisme d'activation particulier avec les œstrogènes, c'est dans le cas de pathologie du cancer du sein. Donc, vous voyez qu'il y a tout un tas de mécanismes comme ça qui ont été développés en venant conjuguer un polymère à une drogue, parce que la drogue seule, en fait, peut être difficilement injectée seule. Il lui faut un système d'injection pour permettre de solubiliser l'actif. Donc l'idée de ces conjugués, c'est très souvent, effectivement, mieux solubiliser. D'accord ? C'est en particulier quand on parle de médicaments et de médicaments de type petite molécule. On va parler d'autres types de médicaments en suivant, peptides et protéines, la problématique est autre dans ce cas-là. Donc associer en fait ce monde des peptides et ce monde des polymères de synthèse, c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc comment conjuguer effectivement des peptides ou polypeptides à des polymères de synthèse? Eh bien, c'est associer à nouveau ce que font bien certains, ce que font pas d'autres bien les autres. Et typiquement, si on regarde les peptides, en tout cas ce qu'ils sont capables de faire, eh bien un peptide, il va avoir une certaine forme particulière. On l'a vu, on peut avoir des structures en hélice, on peut avoir des structures de type feuillet bêta. Donc on a une conformation particulière de la chaîne de ces polypeptides. Mais au-delà de ça, en fait, ces polypeptides, ils peuvent reconnaître, interagir avec certains récepteurs biologiques. Ils ont en général une faible toxicité, ils peuvent se dégrader par voie enzymatique, ils sont généralement peu immunogènes, et puis ils peuvent apporter de bonnes propriétés mécaniques, si on parle des polypeptides qui nous donnent la soie, par exemple. Les polymères de synthèse, eux, ont des propriétés pas opposées, mais différentes et parfois complémentaires. Ils vont avoir en général une structure et on va dire un développement dans l'espace qui est beaucoup plus limité. Donc on a principalement des chaînes qui sont désordonnées. Ils sont souvent biologiquement inactifs, même si certains peuvent l'être, mais généralement ils sont inactifs. Quand ils sont hydrophiles, et si on les choisit bien, ils peuvent être biocompatibles, bien évidemment, pas tous, mais ils peuvent l'être. Ils résistent en fait à la dégradation enzymatique. Ça, c'est un point clé qu'on va révoquer. Ils ont ce qu'on appelle des propriétés de furtivité, c'est-à-dire qu'ils vont pas être reconnus, ils peuvent ne pas être reconnus par le système immunitaire. Vous allez voir, là aussi, il y a des limitations, et on va l'évoquer. Et puis, cet effet EPR, on en parlera la semaine prochaine, donc on ne va pas en parler ici. Donc, associer ces deux mondes, en fait, c'est des choses qui ont suscité de l'intérêt depuis très longtemps dans différents domaines. Et ces domaines, ça peut être le domaine des matériaux. D'accord ? On va créer des matériaux structurés et nanostructurés en utilisant ces conformations particulières des polymères, par exemple ici en hélice, avec des polymères qui peuvent être désordonnés. Et ça, c'est des choses sur lesquelles beaucoup d'auteurs ont travaillé. Et l'intérêt ici, c'est pour faire des films minces qui vont avoir des propriétés en optique ou en électronique. Et puis, ces peptides, et l'association de ces peptides, on peut aussi les utiliser pour faire des capsules, par exemple, avec une coque ici, composée d'un peptide qui va être capable de se dégrader par l'action d'enzymes particulières et de venir libérer ce qui a été encapsulé. Et on va plutôt, se focaliser sur ces aspects-là, en fait, qui sont des aspects plutôt biologiques, dans la suite de l'exposé. Donc, quel est le problème des conjugués en général? Polymères, médicaments et tout type de médicaments. Médicaments petites molécules ou médicaments, on va dire, plus actuels, qu'on appelle plutôt les biothérapies, qui sont plutôt les peptides et les protéines, d'accord, qui sont vraiment les médicaments modernes que l'on utilise aujourd'hui. Le premier objectif, c'est d'augmenter la solubilité. En particulier pour les médicaments petites molécules, comme je vous l'ai évoqué, ils ne sont pas solubles. 90% d'entre eux ne sont pas solubles en phase aqueuse, ou en tout cas très peu solubles. Donc il faut améliorer leur solubilité. Et puis si on parle plutôt de peptides ou de protéines, en fait, vous avez vu dans pas mal d'exemples que j'ai évoqués, on a des enzymes, nous, endogènes, qui sont capables de dégrader ces séquences peptidiques particulières ou ces protéines. Et donc la problématique ici, elle va être autre, quand on va parler de ce genre d'actifs thérapeutiques, ça va être la stabilité biochimique, pour ne pas être dégradé, d'accord ? Pour atteindre la cible biologique sans avoir une dégradation prématurée. Ce qui voudrait dire des injections, on va dire, importantes, pour avoir une efficacité suffisamment bonne. Donc là, l'objectif, c'est d'avoir ce qu'on appelle une biodisponibilité accrue. C'est-à-dire que quand on va prendre le médicament, peu importe la voie, orale ou intraveineuse, eh bien, on veut qu'il soit disponible pour son activité thérapeutique. D'accord ? Et donc là, l'objectif de la conjugaison avec un polymère, elle est là. Donc l'objectif, c'est de protéger le médicament, éventuellement ciblé, pour aller mieux au bon endroit. L'autre objectif, c'est de réduire la toxicité, parce que si on va mieux au bon endroit, on va moins au mauvais endroit, d'accord ? De façon un peu simplifiée. Et puis, c'est un intérêt ici, c'est qu'on peut avoir une très grande polyvalence.
Ça veut dire qu'on peut incorporer un peu tout type de molécules ou plusieurs molécules ensemble sur un même système, d'accord, si la chimie est suffisamment contrôlée. On reparlera un petit peu après de cette chimie. Alors sur cette idée-là, vous avez un certain nombre de conjugués, donc polymères drogues, qui sont sur le marché depuis maintenant de nombreuses années. Vous allez voir qu'il y a une accélération en fait, sur la mise sur le marché de certains de ces conjugués. Et ce que vous voyez, c'est que le polymère qui est utilisé, dans ce cas-là, eh bien, c'est très souvent ce polymère-là. Donc nous, on va se focaliser sur le polymère, son intérêt, et aussi un peu ses limitations. Donc il y a différentes drogues en fait, qui sont utilisées, qui ont des activités biologiques qui peuvent être très différentes, pas uniquement en cancérologie, hein, sur différentes pathologies diverses et variées. Et vous retrouvez ici beaucoup ce polymère qu'on appelle le PEG. Donc le PEG, c'est le nom complet, c'est le polyéthylène glycol. Le nom scientifique, c'est un polyoxyéthylène, qui est l'unité de répétition en fait, de ce polymère. Et c'est un polymère qui a cette structure chimique. Donc très simple. C'est un polymère qui est très soluble dans l'eau, mais très soluble aussi un peu dans tout. Donc c'est un polymère qui est assez facile à manipuler et qui a été effectivement très largement utilisé et qui est toujours très largement utilisé. Vous allez voir avec certaines limitations en fait, aujourd'hui du fait qu'il est très largement utilisé. D'accord, j'insiste un petit peu là-dessus, mais j'y reviendrai pour vous expliquer pourquoi j'insiste là-dessus un petit peu après. Donc, dans ces conjugués en fait, polymères-protéines, donc il y a une famille particulière de ces conjugués, hein, polymères-peptides, que sont les conjugués polymères-protéines. Il y a à peu près aujourd'hui 80 protéines thérapeutiques sur le marché. L'interféron en est une, l'EPO en est une, qui est très connue aussi, chez les cyclistes en particulier, qui a été très connue. Et puis, vous avez un certain nombre de peptides aussi sur le marché, mais vous en avez à peu près plus d'une centaine, je n'ai pas le chiffre actuel, mais il y a plus d'une centaine qui sont en essai clinique, c'est-à-dire en test, en évaluation clinique chez l'homme. D'accord ? Donc, c'est un énorme, on va dire, marché, et c'est surtout un énorme potentiel de progrès thérapeutique. D'accord ? Le problème de l'administration de ces médicaments de type protéique, eh bien, c'est que ce sont des biomolécules, et des biomolécules qui sont très fragiles. Et comme elles sont très fragiles, eh bien, alors, qu'on parle d'anticorps, hein, de cytokines, d'interleukines, facteurs de croissance, d'enzymes, toutes ces familles de molécules dont vous avez peut-être déjà entendu parler, hein, qui ont différentes activités biologiques, cette fragilité est liée eh bien, à leur dégradation prématurée qui va se passer très souvent dans le flux sanguin, puisqu'on va injecter ces systèmes-là souvent par voie intraveineuse. Donc, comme elles sont fragiles, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va injecter des doses importantes, de façon à avoir une dose efficace suffisamment grande. Et comme on injecte une dose importante, éventuellement on injecte plusieurs fois cette dose importante, eh bien, la problématique ou le potentiel qu'il y a derrière, c'est un potentiel d'activer le système immunitaire. Et donc, les possibles réactions immunitaires de l'utilisation de ces protéines thérapeutiques, c'est un des problèmes majeurs. D'accord ? Donc, la dégradation, mais la conséquence, c'est injection multiple, grande quantité, et derrière, de possibles réactions immunitaires. Et ces réactions immunitaires pouvant être très violentes. Donc, comment résoudre ce problème ? En fait, les chercheurs s'y sont intéressés depuis très très longtemps. Eh bien, vous voyez ici un exemple de protéine. C'est en venant empêcher cette protéine d'être reconnue. Vous avez eu quelques exemples la semaine dernière dans la conférence du professeur Walou, hein, venant de Chine. On va empêcher en fait, cette dégradation des enzymes, des enzymes protéolytiques, hein, qui vont dégrader en fait, les protéines. On va empêcher aussi la reconnaissance avec les anticorps pour éviter la réaction immunitaire en faisant une couronne d'un polymère qui est neutre, furtif, qui empêche ces interactions, mais qui conserve quand même l'activité de la protéine, d'accord, l'activité biologique. Et donc là, il y a toute une chimie en fait, qui a été développée, une chimie de bioconjugaison. Il y a des journaux scientifiques entièrement dédiés en fait, à cette chimie, hein, de façon à pouvoir faire cette chimie de façon très sélective, très contrôlée, au niveau de la protéine. Et donc on peut mettre un nombre de chaînes de polymères, ce sera souvent le PEG, vous verrez, un nombre de chaînes qui est connu ou pas, d'accord, en fonction de l'évolution des technologies. Donc ça, c'est un domaine effectivement qui s'est développé, et si on regarde un petit peu l'historique, hein, les premiers travaux datent des années 70-80. Le premier conjugué en fait, polymère de protéines a été mis sur le marché en 1990. Donc c'est ce composé ici qui est l'adagène.
Et puis, vous avez depuis énormément de développement, beaucoup d'approches de synthèse différentes, de façon à contrôler effectivement où est-ce qu'on vient accrocher le polymère. Est-ce qu'on accroche le polymère par une méthode, on fait le polymère, on l'accroche sur la protéine, ou est-ce qu'on fait pousser, on va dire, la chaîne polymère à partir de la protéine. Donc il y a toute une chimie de plus en plus précise qui a été développée. Et si on regarde effectivement ce premier composé ici qui est l'adagène, en fait l'adagène, vous avez donc votre protéine qui est ici, et vous avez en gros entre 11 et 17 chaînes de PEG en moyenne qui sont attachées sur des groupements de type lysine. Une lysine, c'est un groupement amine. Donc c'est un couplage ici, qui est un couplage peptidique qui a été réalisé entre l'amine de la protéine et puis un polymère ici qui comporte un groupement acide. C'est un nombre moyen, d'accord, parce qu'il n'y a pas une attaque et une chimie très sélective, très précise qui est réalisée sur ces protéines. Et la masse molaire moyenne des PEG qui sont utilisées, c'est à peu près de 5000 grammes par mol. C'est ce qui a été développé pour avoir les meilleures propriétés de protection, tout en conservant l'activité. Donc vous voyez, là, on n'est pas très précis. Ça veut dire aussi qu'on a une perte d'activité. Donc il y a une perte d'activité parce qu'une protéine, elle doit, effectivement, pour avoir son activité, elle doit avoir une certaine forme, une certaine conformation. Elle a des sites actifs, et puis si on vient greffer un peu n'importe comment, j'ai envie de dire, différentes chaînes de polymères sur cette protéine, eh bien on peut potentiellement venir masquer quelque part le site d'interaction spécifique ou de reconnaissance de la protéine, et donc avoir une certaine part d'activité. Donc c'est une des limitations. Si vous regardez maintenant les conjugués polymères-protéines qui sont sur le marché, donc pegylés, ce qu'on appelle pegylés, c'est avec l'utilisation du PEG. Je n'aime pas ce terme pegylé, j'y reviendrai un petit peu après, mais en gros, on a mis des chaînes hydrophiles pour venir avoir cet effet de protection de dégradation des protéases et puis d'éviter des réactions immunitaires trop importantes. Ce que vous voyez, c'est qu'au départ, donc dans les années 90, c'est les premiers développements, vous avez de multiples chaînes linéaires de PEG qui sont utilisées, donc avec des longueurs différentes, des structures branchées. Et plus vous allez vers les années proches, eh bien, plus vous allez avoir une modification sur le site protéique qui est très sélective, avec une seule chaîne de polymère qui a été ajoutée à un endroit donné, très souvent en faisant des mutants en fait, de la protéine pour introduire un groupement qui va pouvoir réagir de façon parfaitement sélective avec une chaîne de PEG. Et ce que vous voyez, c'est que ces chaînes de PEG, elles sont plus grandes, tout simplement parce que pour avoir une bonne protection, imaginez votre protéine, là, votre colloïde, et au lieu de mettre plusieurs petites chaînes de PEG, si on en met une grande, eh bien, elle va pouvoir entourer et comme ça protéger en fait, le système protéique. Donc souvent les masses molaires ici deviennent plus élevées pour ces raisons-là, principalement. Donc la chimie là, est de plus en plus contrôlée, ce qui veut dire que l'activité aussi est mieux préservée. D'accord ? Puisque là, on s'arrange pour faire une modification chimique sur un site de la protéine qui n'est pas son site actif. OK ? Donc là, il y a énormément de développement, toujours actuel. Et si vous regardez, donc ça c'est tout ce qui est sur le marché, si vous regardez ici un certain nombre qui sont en phase clinique, eh bien, vous allez retrouver un certain nombre de composés donc avec différents niveaux de phase clinique, soit en préclinique, soit déjà enregistrés, soit sur des phases 2 et 3. Donc c'est déjà des phases très avancées d'évaluation chez l'homme. Et vous voyez que le polymère, un peu le gold standard du domaine, c'est toujours le PEG. Donc on retrouve toujours ici le PEG qui est utilisé, avec à nouveau différentes masses molaires, différents nombres de chaînes qui peuvent être utilisées. Alors je voudrais faire un éclairage sur une famille qui est de protéines conjuguées, qui est alors pas un conjugué directement protéine-polymère, mais dans ces conjugués, il y a une famille qui est très populaire actuellement, dont on entend beaucoup parler, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, ce qu'on appelle les ADC. Les ADC pour Antibody Drug Conjugate. Donc parmi ces protéines, ces familles de protéines, donc il y a des enzymes, et puis il y a aussi des protéines qui sont des anticorps. Les anticorps, l'objectif c'est d'aller reconnaître, on va dire, un récepteur cellulaire et d'aller, dans le cas de certains anticorps, soit bloquer une activité biologique particulière, soit activer une activité biologique particulière. Et là, il y en a énormément de ces anticorps qui sont utilisés en traitement de type chimiothérapie. On a évoqué quelques-uns la semaine dernière, des cibles d'anticorps pour venir justement bloquer certains récepteurs biologiques, le premier étant le ciblage d'un récepteur de type HER2 dans le cancer du sein. Ici, l'objectif de l'anticorps,
c'est d'avoir une grosse molécule qui est soluble, qui va être capable de reconnaître certains récepteurs biologiques spécifiques, c'est beaucoup utilisé en cancérologie ici, et puis de venir accrocher à cet anticorps, donc c'est une conjugaison là aussi, et ce qu'on vient accrocher, eh bien, c'est une molécule cytotoxique. Et là, l'objectif étant de se dire, eh bien, ma molécule cytotoxique, plutôt qu'elle aille n'importe où, ce qui est le cas quand on fait une injection intraveineuse, on a une biodistribution, on va dire, qui ne va pas uniquement sur le site tumoral, quand on parle de traitement anti-cancer, eh bien là, on va avoir une plus grande sélectivité parce que cet anticorps est fait pour aller reconnaître certains récepteurs cellulaires qui peuvent être surexprimés dans le cas de pathologies comme le cancer. Et en même temps, c'est un objet qui est très soluble et donc il peut permettre d'avoir le transporteur aussi pour des drogues qui sont y compris des drogues pas très solubles. Si on regarde maintenant alors, avant d'aller sur cette chimie un peu barbare, cette drogue, ce cytotoxique ici, eh bien, il faut qu'il soit libéré. Donc c'est la même problématique que les polymères, c'est qu'il faut effectivement libérer le cytotoxique au bon endroit et donc avoir un groupement qui va être ici, ce qu'on appelle le linker, qui est toujours un groupement qui va être capable d'être coupé dans un environnement biologique sélectif et particulier. Et donc il y a toute une famille en fait, d'anticorps qui ont été, enfin, d'anticorps conjugués à des médicaments qui ont été développés et qui sont développés, et il y a énormément en fait, de nouveaux composés en fait, qui sont approuvés par l'Agence du médicament depuis ces 3-4 dernières années. Et on va retrouver ici donc, l'anticorps, la molécule thérapeutique, et puis avec un groupement clivable spécifique qui est introduit, donc qui peut être dégradé ici en fonction par l'hydrolyse spontanée par milieu acide, ou bien avec des segments qui sont clivables par l'action enzymatique dans un environnement biologique à nouveau singulier. Il y a des systèmes qui ne sont pas clivables, donc là, eux, ils sont un peu moins sophistiqués que les autres. Mais la plupart, en fait, ont tous un groupement clivable qui va être coupé, comme ça, avec ces petits ciseaux, là, dans un environnement biologique spécifique. Et vous retrouvez ici tout un tas de molécules, principalement à action chimio. Alors, c'est des choses très récentes, enfin, qui semblent être très récentes parce que c'est beaucoup de médicaments approuvés aujourd'hui. L'espoir énorme, c'est qu'on peut avoir un ciblage très spécifique, d'accord ? Et donc avoir effectivement une reconnaissance sur le site pathologique qui va être très précise. Vous allez voir qu'il y a des limitations. Bien sûr, il y a des limitations et malheureusement, ce n'est pas la solution qui va nous permettre de tout sauver. Mais à nouveau, c'est des choses dont on entend parler beaucoup actuellement et qui sont des choses finalement très anciennes. Et si on regarde un petit peu l'historique de développement en fait, de ces ADC, de ces anticorps drug conjugate, les premiers, alors, le concept du ciblage, c'est un concept qui vient de Paul Ehrlich au début du siècle précédent. Donc c'est un vieux concept, c'est une vieille idée conceptuelle qui est toujours où il y a toujours énormément d'efforts pour la réaliser, mais on s'en rapproche de plus en plus. Mais cette idée des ADC, d'utiliser les anticorps, en fait, elle a été proposée dans les années 70, enfin au début des années 70, en tout cas entre les années 70 et 80, avec un premier, on va dire, composé qui a été approuvé par l'Agence du médicament ici américaine en 2000, puis retiré, puis remis sur le marché, avec un certain nombre de problématiques qui ont dû être réglées. Et vous voyez, depuis typiquement les années 2019 ou 2018-2020, énormément de nouveaux composés mis sur le marché et utilisés, parce qu'ils apportent effectivement un certain bénéfice, avec toutes les limites qu'il peut y avoir. Ça représente effectivement un gros marché. Donc, je ne suis pas là pour vous parler d'argent, je suis là pour vous parler de science, mais dans ce domaine, il y a souvent une corrélation importante, parce que pour mettre un médicament sur le marché, il y a besoin d'argent, parce que c'est très coûteux. Et si vous regardez effectivement donc, différentes pathologies que vous avez ici, principalement au niveau du traitement du cancer, vous avez une projection en fait, du marché qui est extrêmement importante, avec une croissance de l'ordre estimée entre 15 et 20% dans ce domaine-là. Donc c'est un domaine effectivement qui est très prometteur et qui présente un intérêt important aujourd'hui. Mais il n'y a pas que ça, et il y a certaines limitations. Les limitations, en fait, elles sont là. Et quel est l'objectif, en fait, de cette approche sur les ADC, donc sur ces anticorps drug conjugate ? Eh bien, c'est de se dire que quand on utilise en fait une molécule thérapeutique normale, on a deux seuils en fait, sur lesquels on ne doit pas être. Enfin, on doit être dans cette zone-là, plutôt, entre ces deux seuils. Le premier seuil, ce qu'on appelle la MTD, c'est la dose maximum tolérée. Donc, si on injecte au patient une dose supérieure, on a un problème de toxicité. D'accord ? Donc, on ne peut pas injecter plus.
et puis il y a la dose ou la concentration ou le dosage, on va dire, inférieur ici, qui est la MED, qui est la dose minimum effective. C'est-à-dire si j'ai moins que ça, si je suis ici, ben, je n'ai pas d'efficacité. Si je suis au-dessus ici, c'est toxique. Donc en gros, il faut se situer dans cette fenêtre-là. Ce qui est une fenêtre de tir, entre guillemets, hein, ou d'utilisation, qui est relativement étroite. La grande promesse, en fait, de ces ADC, eh bien, c'est d'augmenter ce qu'on appelle la fenêtre thérapeutique, qui est cette zone ici, donc d'augmenter la MTD, c'est-à-dire d'être mieux toléré et moins toxique, d'accord, mais aussi d'être plus efficace, et donc d'être plus bas. Et si on est effectivement moins toxique, donc si on augmente cette concentration, et si on est plus efficace, donc on diminue celle-ci, eh bien on a une fenêtre d'utilisation qui est beaucoup plus pertinente, et du coup, qui va être beaucoup plus facile dans l'utilisation. La réalité, et ça c'est ce qui a été démontré en fait sur tous les tests précliniques, c'est-à-dire animaux, hein, sur les ADC. La réalité clinique, après un certain nombre d'années, on va dire, de recul, bah, c'est que finalement, la MTD ici, bah, elle n'est pas augmentée, elle n'est quasiment pas augmentée. Et si on regarde effectivement cette valeur par rapport à la valeur sur les ADC, alors c'est ramené, on va dire, à la dose réellement utilisée en clinique. Eh bien, on voit qu'elle est quasiment identique. Par contre, tout de même, la réponse est meilleure. La réponse est meilleure, ça veut dire que l'efficacité est quand même meilleure. Mais il y a toujours ce problème en fait, de toxicité qui limite l'utilisation de ces systèmes. Et si on regarde effectivement cette valeur qui est le rapport entre cette dose maximum tolérée et puis la dose, la RP2D, là, qui est la dose recommandée en fait, dans les essais cliniques de phase 2, donc c'est la dose après avoir fait les études de tox préliminaires, et bien ce que vous voyez sur tous ces graphes, alors c'est un petit peu chargé ici, mais vous avez en gros la dose de cette valeur pour la drogue seule, et puis au niveau de l'anticorps, là c'est la drogue seule avec toute une famille, on va dire, d'ADC qui ont été développés sur différents types de drogues. Et ce que vous voyez, c'est que finalement, on a les mêmes seuils, on a quasiment les mêmes valeurs. Ce qui veut dire qu'on n'a pas gagné, effectivement, sur l'aspect de toxicité. On a toujours ce problème de toxicité systémique de l'utilisation de ces médicaments. Donc c'est une des problématiques actuelles, malgré tout l'espoir qu'il peut y avoir. Alors je vais revenir sur un aspect. Donc aujourd'hui, sur ces ADC, hein, typiquement, vous avez les formules chimiques, je vais revenir là, hein, les structures chimiques. Aujourd'hui, ce qui est de plus en plus réalisé, c'est de venir rajouter un polymère, quelque part là, pour améliorer la furtivité, la non-reconnaissance et abaisser la toxicité. Donc ça, c'est beaucoup d'efforts chimiques et c'est quelque part des développements qui sont en cours. Et parmi les polymères qu'on va utiliser, eh bien, lequel va-t-on utiliser? Toujours celui-là. Et là, je vais vous faire un petit focus, on va dire, spécial sur ce polymère, qui est un polymère qui est effectivement extraordinaire, qu'on retrouve partout. Alors vous allez le retrouver vraiment partout. Donc c'est un polymère, ce polyéthylène-glycol, hein, ce PEG. Il est neutre, donc il interagit relativement peu avec les systèmes biologiques, qui sont très souvent chargés. Il va être très soluble, et à nouveau très soluble dans l'eau, mais aussi très soluble dans plein d'autres solvants, y compris des solvants organiques. Donc très facile à utiliser, chimie très facile à réaliser. Il a un caractère dit furtif, on va reparler de ce que ça veut dire cette furtivité un petit peu après, c'est-à-dire qu'il ne va pas être reconnu, ou peut être reconnu par le système vivant ou immunitaire, vous verrez avec les limites qu'on a aujourd'hui, et puis on l'utilise dans de nombreuses applications, et ça c'est quelque part un petit peu un problème. Nombreuses applications de tous les jours, hein, ça va du produit vaisselle, produit cosmétique, jusqu'au monde de la santé. Et on le trouve vraiment partout, d'accord ? Il est utilisé dans plein d'applications. Dans les médicaments, en fait, il y a plus de 20 médicaments pegylés sur le marché. Hein, j'en ai présenté quelques-uns dans les conjugués. Et ça représente un marché qui est effectivement un marché énorme. Parmi les protéines conjuguées avec le PEG, on en a vu quelques-unes, mais il y en a un grand nombre, d'accord ? Avec un exemple que vous avez ici, un interféron, par exemple, qui va se dégrader très rapidement et qui va être stabilisé par la présence de ce PEG. On en retrouve au niveau des biomatériaux pour faire des gels. Donc on a énormément de gels à base de PEG, donc un polymère à nouveau inerte, qu'on va être capable de gélifier et qui va représenter une base de structure pour, par exemple, la reconstruction tissulaire. Et puis, on va le retrouver, et on l'a retrouvé aussi, dans les vaccins ARN, parce que dans la composition des vaccins ARN, en particulier les vaccins contre la Covid, eh bien, on a un mélange subtil d'acides nucléiques, donc là, c'est l'ARN messager dont je vous ai parlé un petit peu la semaine dernière, qui est stabilisé, complexé avec des lipides, donc des lipides cationiques.
avec du cholestérol, un lipide helper, avec un lipide particulier ici, et puis vous voyez que vous avez des lipides pegylés, ceux qui sont en bleu, et donc qui représentent toute la surface en fait, de ces vaccins, pour justement avoir un caractère furtif. Alors pourquoi une limitation en fait, dans l'utilisation de ce PEG? Eh bien, pourquoi on l'utilise d'abord on l'utilise parce qu'il est effectivement neutre, très facile d'utilisation, très peu coûteux, très bien connu depuis plusieurs décennies, mais il a des limitations parce que c'est un polymère déjà qui n'est pas dégradable. Donc c'est un polyéther, et un polyéther, en fait, on ne va pas savoir le dégrader, donc on n'a pas d'enzyme endogène de dégradation en fait, de ce polymère. Donc il va falloir être éliminé, et il va éventuellement pouvoir s'accumuler. Donc il y a une limite d'utilisation, on va dire, dans la taille de ce polymère pour pouvoir l'éliminer. Il n'a pas de propriété d'internalisation cellulaire. Donc ça, parfois, pour faire du ciblage, pour rentrer dans les bonnes cellules, eh bien, on va avoir certaines limitations. Et puis, malgré cela, on l'utilise effectivement depuis très longtemps dans de nombreux développements, que ce soit des nanoparticules pour le traitement du cancer, que ce soit pour les vaccins que j'ai évoqués, que ce soit dans des conjugués avec des protéines, différentes protéines thérapeutiques. Donc on va le retrouver effectivement dans toutes ces applications biologiques. Le problématique, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, il représente un certain potentiel d'immunogénicité. Et ce potentiel d'immunogénicité, eh bien, est de plus en plus observé, en tout cas a été constaté, lié à cette surutilisation finalement du PEG. Et en fait, on a un peu, tous, en nous, aujourd'hui, les derniers chiffres parlent d'à peu près 80% de la population, des anticorps anti-PEG. Alors pas avec un niveau très élevé, mais on a développé des anticorps, effectivement, qui reconnaissent le PEG et quelque part qui vont le détecter comme quelque chose qui est non souhaité. Donc ce caractère dit de non-reconnaissance qu'au départ avait ce polymère, eh bien aujourd'hui, par cette surutilisation, en quelque sorte, eh bien, devient effectivement problématique. Et ça devient problématique en particulier lorsqu'on va avoir des administrations qui sont répétées de traitements, de différents traitements biologiques. Et je vais vous montrer quelques exemples. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Si on regarde la première détection de ces anticorps anti-PEG, en tout cas un des premiers travaux que j'ai évoqués ici vient de travaux qui datent de 2006. D'accord ? Donc ce n'est pas des choses qui sont complètement nouvelles, mais qui se sont accélérées ou accentuées dans le temps. Et si vous regardez ici sur cet exemple, vous avez l'exemple ici d'une injection par voie intraveineuse d'une formulation d'un liposome pegylé, donc c'est un nanomédicament avec ce PEG qui est en surface. Et ce qu'on va regarder, c'est son élimination de la voie sanguine. Et c'est ce que vous avez ici. Donc ça, c'est la dose qui circule dans la voie sanguine en fonction du temps, exprimé en heures. Vous avez ici le contrôle, donc ça c'est un système, on va dire, c'est le système de référence. Et puis, donc c'est la première injection en fait. Et puis après une seconde injection, donc un jour après, vous arrivez ici. 2 jours après, vous êtes là. Puis vous voyez, 3 jours après, 4 jours après ou 5 jours après. Ce qui veut dire, là, ce que vous avez quand vous êtes ici, ce qui veut dire qu'après quelques minutes, moins d'une heure, vous avez la plupart, presque 90% de ce qui a été injecté qui est éliminé. D'accord ? Donc là, ça circule longtemps dans la voie sanguine. C'est ce que vous voulez avoir pour être biodistribué et aller au bon endroit. Là, vous avez une élimination très rapide. Donc après, juste 5 injections successives. Et la raison en fait, pour laquelle vous avez ça, c'est que vous allez activer le système immunitaire avec ces anticorps anti-PEG qui vont activer les voies d'élimination avec des cellules particulières qu'on appelle les macrophages, qui vont prendre en fait, ces nanoparticules et venir les éliminer. Et l'organe d'élimination, ici, c'est souvent le foie, et un organe d'élimination. Et ce que vous voyez ici, c'est la dose que vous retrouvez dans le foie. Donc vous en avez très peu au début, et puis après, vous avez une dose qui est, un pourcentage de la dose injectée, que vous retrouvez très rapidement à 60 ou 70% dans l'organe d'élimination. Ce qui veut dire que si vous envisagez un traitement avec plusieurs injections, mais le traitement au début va être efficace, et puis au bout de quelques jours, après plusieurs injections, il est plus efficace. D'accord ? Tout simplement parce que c'est éliminé très rapidement. Et ce phénomène-là, en fait, il s'est accru. Il s'est accru parce que, justement, le PEG, on va le retrouver partout. Et vous avez un exemple ici à nouveau, une petite vidéo, j'ai pris ça sur Internet, c'est un polyéthylène glycol 400. Si vous regardez sur beaucoup de bouteilles que vous pouvez utiliser, vous retrouvez des PEG avec un petit numéro derrière, qui est souvent du PEG qui est utilisé. Là, c'est un PEG qui est utilisé dans différentes applications.
qui vont, c'est ce que vous dit la petite vidéo, hein, qui vont de dérivés de formulation, cosmétiques, médicaments, et vous voyez les gros bidons de production, donc c'est des quantités massives qui sont produites. Donc on en utilise effectivement beaucoup, et c'est un polymère qui a à nouveau des bonnes propriétés, d'accord, mais qui est inerte, qui n'est pas toxique, mais son utilisation et sa surutilisation le rend aujourd'hui avec certaines difficultés d'utilisation. Il y a des travaux très récents là, qui sont développés dans cet article. Et à nouveau, c'est une étude qui montre que cette accélération, on va dire, de l'utilisation du PEG, en particulier liée à la vaccination Covid, avec ces lipides pégylés qu'on va retrouver. Donc là, une grande partie de la population a été injectée. Le problème, ce n'est pas l'ARN, souvent, qu'on met en avant, mais le problème, c'est effectivement ces nanoparticules avec le PEG. Et donc, on a accentué en fait, ce développement d'anticorps. Et c'est ce que montrent ces études. Donc, il y a deux types d'anticorps avec une immunité, on va dire, à plus ou moins long terme. Et ce que montre cette étude, en fait, c'est qu'en dosant les anticorps anti-PEG, donc avec une exposition, on va dire, qui est de plus en plus importante. Donc il y a deux vaccins qui utilisaient en fait ces systèmes-là. Eh bien, on a une augmentation des anticorps anti-PEG après vaccination qui est multipliée par entre on va dire 13 et 68% en moyenne après effectivement cette injection. Donc ce qui veut dire qu'on était déjà sensibilisé, vous voyez, depuis très longtemps. Hein, les premières études datent de 2006, mais on est effectivement encore plus sensibilisé aujourd'hui. Hein, ce qui veut dire que potentiellement, un certain nombre de ces traitements qui sont utilisés ici peuvent poser, je suis prudent, hein, c'est potentiellement, un certain nombre de ces traitements peuvent poser des limitations au fait qu'on puisse réagir très rapidement et surdévelopper ces anticorps anti-PEG après de multiples injections. Donc il y a un certain nombre de considérations effectivement à prendre en charge dans l'avenir. Hein. Donc c'est surveiller effectivement l'impact clinique sur le long terme d'utilisation de ces anticorps anti-PEG, enfin sur l'augmentation de ces anticorps anti-PEG. Est-ce que c'est quelque chose qui va continuer à se développer ou qui va se stabiliser? Et puis c'est aussi des opportunités, entre guillemets, c'est de développer des alternatives. Et en fait, il y a plein d'alternatives possibles. Pourquoi? Parce que le rôle du PEG, qui est un rôle finalement de protection de l'interaction avec certaines protéines au niveau biologique, eh bien, peut être fait à partir de n'importe quel autre polymère. Et là, il faut revenir un petit peu aux basiques de la physique des polymères, avec des calculs qui ont été apportés par Degennes il y a un certain nombre d'années. Donc, c'est un article ici qui date de 1980. Pourquoi, en fait, ce polymère a des bonnes propriétés de répulsion ou de furtivité? Eh bien, c'est parce qu'il est très hydrophile, d'accord, donc il va être en interaction forte avec l'eau, et parce que, en fonction donc, de son taux de greffage, donc ici sur une surface, ou de la longueur de la chaîne polymère que vous avez ici, eh bien, vous allez développer une brosse autour de votre particule qui va éviter l'interaction avec les protéines, soit les protéines qu'on appelle les opsonines qui vont être chargées d'éliminer en fait, ce qui a été injecté, soit les anticorps qui vont reconnaître le système immunitaire. Et ça, en fait, c'est quelque chose que le PEG fait très bien, mais c'est aussi quelque chose que n'importe quel autre polymère très hydrophile va aussi bien faire. D'accord ? Et ce n'est pas juste on met du PEG et on le met n'importe comment, c'est des choses qui sont un peu plus subtiles. Il y a une étude assez élégante ici de collègues allemands qui a été publiée il y a quelques années, qui ont modifié en fait, le taux de greffage en fait, du PEG et la longueur de ce polymère sur différents colloïdes. Et ce qui montre, je vais vous résumer ce graphe assez chargé, mais typiquement ils ont fait varier soit la longueur du PEG, soit la densité de greffage du PEG, de façon à avoir différentes conformations des chaînes. Et donc il y a une certaine forme de la chaîne, un certain taux d'occupation de la chaîne polymère, qui est idéal pour éviter l'interaction, effectivement, avec les protéines. Ils ont regardé ça sur l'interaction ou l'uptake, enfin l'internalisation, avec ces cellules d'élimination, les macrophages, qu'on va retrouver ici. Et vous voyez qu'avec la bonne couverture, eh bien, on peut retrouver, ça c'est le contrôle, et ça c'est ce que vous avez avec une incubation avec les protéines plasmatiques. Ce que vous voyez, c'est qu'on retrouve en fait très peu d'internalisation, enfin très peu ou pas du tout, en fait, dans ces cas-là, en fonction, effectivement, de la bonne chimie qui va être développée sur ces différents colloïdes. Et donc ça peut être fait avec n'importe quel autre polymère.
d'accord, de façon enfin, n'importe quel polymère qui est très hydrophile et dont on va contrôler effectivement la forme ou la conformation à la surface de l'objet ou de la particule. Et donc ces polymères, vous avez tout un tas de familles qui sont utilisées ici, que je ne vais pas vous développer en détail. On retrouve l'hydroxypropylmétacrylate, qui est un des premiers polymères utilisés dans les conjugués drogues polymères. Mais ces polymères-là, en fait, tous ces polymères présentent le même désavantage que le PEG, c'est qu'ils ne sont pas dégradables. Donc quelque part, ils vont pouvoir s'accumuler. Et puis vous avez tout un tas de polymères qui, eux, vont pouvoir être dégradables, donc polyoxazoline, dont on entend aussi beaucoup parler actuellement. Et puis des polymères de type ici polysarcosine, qui est un dérivé de polypeptide, dont on a déjà parlé un petit peu la semaine dernière. Polymère hydrophile, et qui est effectivement, lui, qui va pouvoir être dégradable. Donc il y a un certain nombre de polymères qui se dégradent, d'autres qui ne vont pas se dégrader. Il y a différentes chimies pour les faire. Et aujourd'hui, en fait, il y a effectivement les solutions, en fait, elles existent. Et il y a beaucoup de solutions qui vont pouvoir être proposées pour le développement des médicaments de prochaine génération. Je vais faire un petit éclairage sur un polymère spécifique sur lequel on n'a pas parlé, qu'on n'a pas encore parlé, mais qui est un polymère émergent. Elisabeth prolongera après le focus sur ce polymère particulier, qui est un polymère dérivé d'élastine. Donc c'est un polymère qui est hydrosoluble, avec une séquence, on va dire, minimaliste, qui est représentée ici. Donc c'est un pentapeptide de valine, proline, glycine, un aminoacide ici qu'on peut interchanger, glycine. Ce polymère, c'est la séquence minimale de la tropoélastine, donc c'est le polymère qu'on va retrouver en particulier dans la composition, enfin au niveau de la peau, qui donne l'élasticité de la peau. Donc polymère très hydrophile et très bien toléré. D'accord ? Ce polymère, il a une caractéristique singulière, c'est qu'il est thermosensible. Et ça, c'est quelque chose qui est très commode parce que, vous avez vu ici, une solution de ce polymère, si je le chauffe avec un séchoir, il va précipiter, ça devient turbide, puis si je le remets dans la glace, eh bien, il va se redissoudre. D'accord ? Donc il va comme ça avoir un caractère qu'on appelle thermosensible. Ce caractère thermosensible, il peut être utilisé, et il a été utilisé pour faire pas mal de choses, en particulier pour former des nanoparticules ou pour former des agrégats de nanoparticules, ce qu'on appelle des coacervats, en fonction de la température et en fonction des caractéristiques de ce polymère. Et c'est un polymère aujourd'hui qu'on va retrouver dans un certain nombre de développements de systèmes micellaires, donc pour faire des particules, pour venir encapsuler différents actifs thérapeutiques. Et vous voyez qu'il y a énormément d'applications et de développements qu'on peut retrouver dans la littérature en encapsulant différents actifs qui peuvent être des actifs de type petites molécules médicaments ou des actifs de type peptides ou protéines. Donc c'est quelque chose qu'on voit effectivement de façon émergente. Une autre propriété de ce polymère et une autre utilisation, qui est une des premières utilisations en fait, qui a été développée, eh bien, c'est de venir utiliser ce polymère, comme il précipite avec la température, eh bien, il va être capable de précipiter, y compris en présence d'autres types de molécules, y compris des molécules biologiques. Donc ça, c'est utilisé effectivement pour pouvoir le récupérer et le purifier, de façon très simple. Et une des applications, vous verrez, c'est pour justement venir purifier des protéines. Donc ça, c'est la purification de protéines avec un polymère capable d'interagir avec une protéine spécifique, donc l'attraper. Par un cycle de température, on vient précipiter l'ensemble. On laisse tout le surnageant. Donc tout le surnageant, il va être éliminé dans un premier cycle. Et puis on vient ensuite récupérer, en quelque sorte, j'ai le terme en anglais, pêcher en fait cette protéine, la récupérer et puis venir redisperser ou couper la liaison qui liait, on va dire, la protéine d'intérêt pour venir la récupérer. Donc ça, c'est dans la purification effectivement des protéines thérapeutiques. C'est une des premières utilisations parce que dans la plupart des cas, ces protéines thérapeutiques sont séparées sur des colonnes, donc avec des approches méthodologiques qui sont beaucoup plus complexes à mettre en œuvre et qui sont aussi beaucoup plus coûteuses. Donc c'est avec des colonnes d'affinité pour venir récupérer la protéine d'intérêt après une bioproduction. Un autre exemple, c'est la décontamination. Et il y a un certain nombre de protéines, donc ça c'est développé il y a longtemps, des protéines modifiées ici avec une séquence particulière qui vont être capables de reconnaître des métaux et des métaux lourds et venir complexer ces métaux dans une solution donnée, donc qui peuvent être tout simplement une solution aqueuse dans l'eau, et venir dépolluer, on va dire, la solution juste en faisant un cycle de température. Donc on a quelque chose de soluble, on vient monter la température et donc faire précipiter le polymère d'intérêt, et on vient comme ça purifier un milieu donné de métaux lourds, parce qu'on a
conjuguer, on va dire, cette protéine thermosensible à une protéine de fusion de reconnaissance spécifique. Alors, il y a un acteur important dans ce domaine, qui est un collaborateur américain, qui a finalement développé un certain nombre de compagnies sur cette technologie. C'est finalement celui qui a développé le plus de technologies autour de l'utilisation de ces ELP. Une première compagnie qui s'appelle Isolair Bio ici, dont l'objectif c'est d'avoir cette protéine thermosensible qui est capable de reconnaître avec un système d'interaction spécifique un matériel biologique. Et ça peut être des reconnaissances d'anticorps ou d'acides nucléiques, et de venir comme ça les reconnaître et les purifier, ou bien les reconnaître dans un milieu biologique. Donc ça aide à nouveau la production, la purification et la vectorisation. Et puis dans un autre cas, là c'est plutôt pour de la surgery, de la chirurgie de reconstruction, on va dire, plutôt dans l'esthétique. Souvent, on va réinjecter en fait de la graisse saine prise dans un endroit du corps, et pour la réinjecter, on va dire, de façon plus durable et plus stable, en fait, ils vont utiliser effectivement un complexe avec ces protéines particulières, de façon à avoir quelque chose de fluide lorsqu'on est au-dessus de la température. Et puis, à la température corporelle, on va avoir quelque chose qui va se solidifier, parce qu'on va condenser en fait, le mélange en fait, protéines et graisse avec ce polymère. Et c'est quelque chose qui est effectivement une autre technologie là, qui a été développée et qui est en cours de développement, à nouveau ici aux États-Unis, en Caroline du Nord. Je vais juste vous mentionner en fait, des choses peut-être qu'on rediscutera dans le cours prochain plutôt. C'est utiliser des protéines pour aller vers des systèmes un petit peu plus complexes pour créer des nanoparticules et d'utiliser à nouveau ces systèmes biohybrides. Donc je vous ai parlé beaucoup moi, de conjugaison, où on prend la protéine et puis finalement on vient accrocher quelque chose dessus. En fait, on peut aussi prendre une protéine et venir faire pousser un polymère à partir de cette protéine. Donc là, il y a des travaux assez récents qui sont développés ici à partir d'une protéine qui est la BSA, c'est l'albumine en fait, qui est la protéine majoritaire qu'on retrouve dans nos flux sanguins, dans nos flux circulants, en faisant pousser des chaînes polymères, et ces chaînes polymères pouvant être hydrophobes par rapport à la protéine qui est hydrophile, eh bien, peuvent être capables de venir s'auto-assembler, former des nanoparticules, ou bien ici stabiliser des émulsions. Et là, c'est des choses qui sont effectivement des développements qui sont très récents pour recréer des objets qui vont mimer quelque part les membranes cellulaires et développer des systèmes plus complexes et plus complets. Ça, j'en parlerai dans le cours prochain. On peut aussi... Donc il y a toute une chimie qui est développée à partir de protéines, mais aussi à partir d'oligonucléotides, où on peut introduire, donc ça c'est de la chimie principalement radicalaire, qui est compatible, on va dire, avec ces biomolécules. On peut mettre un agent d'amorçage de polymérisation et venir faire pousser des chaînes polymères à partir de ces éléments biologiques, en conservant l'activité biologique, parce qu'on vient mettre à nouveau le groupement réactif à un endroit particulier de la protéine. Et donc ça, on peut l'utiliser pour faire effectivement des conjugués, mais on peut aussi l'utiliser pour faire des particules, d'accord ? Et ça, c'est ce qui est développé donc avec à nouveau la BSA, avec des systèmes radicalaires, donc, ou bien avec de l'ADN, ce que vous avez ici, donc c'est un oligonucléotide, en faisant pousser une chaîne polymère qui est capable de faire des nanoparticules, et ces nanoparticules eh bien, sont capables d'interagir, d'être internalisées dans certains types cellulaires de façon spécifique. Donc ça, on en reparlera un petit peu. La semaine dernière, juste bref rappel, mon collègue Walou de Pékin vous a présenté effectivement cette modification à partir des amines de surface de cette enzyme particulière pour venir faire pousser à nouveau à partir de cette protéine des polymères qui sont des polypeptides. Et donc de plus en plus, les polymères en fait, qu'on va utiliser et la chimie qui va être utilisée est une chimie qui donne lieu à des polymères qui sont biocompatibles et biodégradables, ce qui n'était pas le cas des exemples que je vous ai présentés avant. Là, vous avez effectivement un polymère qui est la polyproline, qui a déjà été évoqué, qui est un polymère émergent, parce qu'effectivement, cette chimie, on peut la faire maintenant dans un milieu qui est un milieu aqueux, avec toujours un peu de solvant organique, mais qui préserve l'activité en fait, de l'enzyme. Et ça, ce sont des développements méthodologiques très récents. Et dans les développements méthodologiques très récents, on vous avait parlé aussi la semaine dernière, ce développement de Rob Pisa ici, où on peut à nouveau faire pousser des polypeptides à partir des différents précurseurs polymères, y compris des protéines. Et ça, c'est des choses qui sont des développements qui sont vraiment des développements complètement émergents, qui sont très, très actuels.
Alors cette association, et ça c'est pour introduire un peu ce que je vous raconterai la semaine prochaine, cette association, en fait, on peut aussi la concevoir en mettant des protéines dans un système, on va dire, artificiel. Et là, vous avez deux exemples qui sont représentés ici, que je ne vais pas développer parce que je vois le temps qui passe et il faut que je laisse la place à mes collègues. Donc je vous en parlerai la semaine prochaine, en fait, de tout cela. Vous avez ici, par exemple, un système qui permet de récupérer de l'énergie ou de produire de l'énergie. C'est des ATPase qui produisent de l'énergie, mais dans un système artificiel. Ou bien vous avez une association ici avec des nanoparticules ou bien des polymères et des bactéries qui permettent, par exemple, la production d'hydrogène. Et donc on peut vraiment associer le vivant et le monde de la synthèse pour créer donc, ce que j'appelle des systèmes. Donc c'est des mini-usines qui vont produire en fait différentes activités biologiques, à nouveau, enfin biologiques ou pas que biologiques. Ici on produit de l'énergie, mais en associant en fait l'artificiel et le monde du naturel. Ça c'est des choses que je vous parlerai plus en détail, et je vous parlerai plus en détail effectivement de ces systèmes biohybrides, mais cette fois-ci en incluant des éléments cellulaires avec des éléments synthétiques pour produire de l'énergie, mais aussi pour faire des systèmes au niveau biologique, des systèmes de régénérescence tissulaire, des systèmes pour la thérapie cancer ou bien pour les biosenseurs. Donc pour conclure et pour résumer un petit peu les messages à retenir de cette présentation, bien, combiner le meilleur du vivant et du synthétique, c'est effectivement une opportunité. On peut associer les deux. Et on peut, quelque part, les deux se complètent, ils peuvent se compléter avec certaines limitations. Les conjugués polymères avec des drugs, protéines, peptides ou bien l'ADN, effectivement, offrent des opportunités thérapeutiques qui sont assez uniques et qui sont très prometteuses. On a besoin d'une chimie, et d'une chimie qui est précise. La chimie est de plus en plus précise, effectivement, de façon à introduire de façon très sélective ces éléments et ces réactions de bioconjugaison. On a une grande star dans le domaine, qui est le PEG. Vous voyez que la plupart des systèmes qu'on a retrouvés en fait, sont très souvent à partir de PEG. Mais ce polymère a certaines limitations. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des alternatives qui sont nécessaires, qui deviennent de plus en plus nécessaires, même si ce n'est pas, on va dire, un problème critique aujourd'hui. Mais on voit qu'il faut préparer l'avenir, parce qu'il y a un potentiel effectivement d'hypersensibilisation de plus en plus pressante. Et il y a des solutions, je vous en ai présenté quelques-unes. Et puis au-delà de ces systèmes biohybrides qui intègrent, au-delà de ça, pardon, je vous parlerai plutôt, c'est pour le cours prochain, de systèmes qui vont intégrer des cellules et des polymères ou bien des nanoparticules. Et là, on va aller vers des systèmes qui sont un petit peu plus complexes, mais qui nous permettent à nouveau d'aller encore un petit peu plus loin vers cette utilisation et cette complexité mutuelle du vivant et du monde de la synthèse. Voilà, donc je voulais terminer ici, vous remercier pour votre attention, et puis je suis prêt à vous répondre à quelques questions, si vous en avez. Merci à vous.